Bonjour à tous. Je vais me présenter vite fait. Je suis Emeline, je suis community manager et coach réseaux sociaux, donc plutôt LinkedIn et Instagram. Je me suis spécialisée dans les entreprises engagées et dans la communication accessible aux personnes en situation de handicap. La formation claire, ça va être du FALC, ça va être des textes alternatifs et donc les sous-titres. Et c'est pour ça que Céline nous a rejoint aujourd'hui parce que donc tu es sous-titreuse professionnelle pour les personnes atteintes de handicap auditif, sourdes et malentendantes. Peut-être que tu peux nous faire une courte présentation de toi et de ton activité. Oui, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici avec toi, Emeline. Pour ceux qui écouteraient seulement le live et qui ne nous regarderaient pas, je vais me décrire rapidement. Je suis une femme blanche, brune et je porte un haut violet. Pour me présenter un petit peu, effectivement, je suis sous-titreuse et traductrice. En fait, je propose des services de sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes et aussi de la traduction de sous-titres pour en fait que les personnes qui parlent pas la langue originale de la vidéo aient accès à la vidéo aussi. Voilà, je travaille pour les films, les séries, aussi pour les vidéos privées des entreprises, c'est-à-dire des webinaires, des réunions d'entreprise, etc. Mais aussi pour créateurs de contenu sur YouTube, par exemple, sur Instagram ou sur LinkedIn. Voilà. Super. La première question que je pose à chaque fois, c'est comment t'en es arrivé à mettre les pieds, on va dire, dans le monde du handicap. Est-ce que tu es toi-même en situation de handicap ou est-ce qu'un de tes proches l'est? Raconte-nous un peu ton parcours. D'accord. En fait, je sous-titre depuis environ 10 ans, depuis que je suis au lycée. De base, je voulais allier en fait ma formation traduction et ma passion pour les films et séries. Et en fait, j'ai effectué un stage dans une entreprise qui s'appelle Dubin Brothers et qui travaille surtout pour Disney, HBO par exemple. Et en fait, c'est pour eux que j'ai commencé le sous-titrage sourd et malentendant. Donc, je faisais surtout sous-titrage pour la télé et notamment pour Disney Channel. Donc, c'est là où j'ai appris le sous-titrage sourd et malentendant pour les enfants en particulier. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert ça. Et ensuite, quand je me suis lancée en indépendante, je me suis dit que ça m'intéressait beaucoup et que je voulais continuer. Et sauf que, du coup, j'avais appris le sous-titrage de manière très théorique et pratique, mais j'avais pas eu de retour forcément du public en fait, du public sourd et malentendant. Donc je me suis dit que ça valait le coup de poser la question aux personnes concernées en fait si ce type de sous-titrage leur convenait. Voilà, comment est-ce que je pouvais m'améliorer. Et en fait, en parlant avec elles, je me suis rendu compte que finalement les sous-titres que je produisais était très peu diffusé au final dans les cinémas par exemple. Il y a très peu de cinémas qui vont diffuser en fait ces fichiers de sous-titres. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas comme ça que je pouvais avoir le plus d'impact. Et euh, je me suis dit que je voulais essayer de sensibiliser par mon activité les créateurs de contenu sur internet, puisque c'est souvent le contenu qu'on regarde le plus en fait finalement maintenant, surtout quand on est jeune. Donc c'est peut-être le contenu qui a le plus besoin d'être sous-titré, au final, le plus besoin d'être accessible à tous et toutes. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je me suis lancée. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de sens à ce métier. Et donc c'est ça qui me plaît beaucoup, qui me fait me lever tous les matins, on va dire. Et, euh, et qui me fait, voilà, qui me donne envie de travailler, de continuer. Et en ce qui concerne le handicap, oui, je suis porteuse d'un handicap invisible qui a rien à voir avec la surdité. Mais disons que je me suis retrouvée dans ce même type de situation d'injustice parfois. Et, euh, et je trouve que c'est peut-être, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Emeline, mais tous les handicaps, on a un peu cette sensation d'injustice où on se dit mais en fait pourquoi est-ce que ça c'est pas accessible pour moi, Ouais, pourquoi est-ce que ça m'est j'en refusé. parlais justement hier avec une femme sur LinkedIn. En fait, c'est pas notre maladie enfin, à mon sens, hein, ce que je dis est purement personnel, c'est mon ressenti personnel, mais c'est pas ma maladie qui fait que je suis handicapée.
C'est le fait que la Hmm. société ne me soit pas accessible qui va me mettre dans une situation handicapante. Donc, Oui, exactement. parce que comme toi, j'ai un handicap invisible du coup. Et enfin, personnellement, j'ai pas de problème, par exemple, à aller prendre le bus et à aller jusqu'à la ville. Mais devoir Hmm. marcher jusqu'à l'arrêt de bus, devoir enjamber pour rentrer dans le bus parce Hmm. qu'il se gare à facilement 20 centimètres du trottoir, ou bah, devoir demander une place et me faire juger par absolument l'entièreté du bus parce que je peux pas rester debout. Ça, c'est des situations qui peuvent potentiellement me mettre en situation de handicap Hmm. parce que bah, on va pas se mentir, mais à un moment donné, on en a marre de se justifier, on en a marre de se faire insulter et du coup à prendre des risques à ne pas sortir ou à ne pas aller à un endroit ou à rester debout juste Oui. parce qu'on en a marre. Oui, exactement. Je pense que justement, se retrouver en situation de handicap, ça crée de l'exclusion en fait, parce que justement, les personnes, ben, en ont marre de se retrouver dans une société entendante, entendante ou validiste, on a l'impression qui est pas faite pour eux au final. Et donc c'est cette situation-là que je trouve assez injuste, mais effectivement, les personnes sourdes qui parlent entre elles en langue des signes, par exemple, elles se retrouvent pas du tout en situation de handicap. C'est parce que, voilà, au cinéma, sur YouTube, etc., ben, les vidéos sont pas sous-titrées, que là, il va y avoir des soucis de compréhension et surtout, ben, d'amusement, en fait, vraiment, parce que les personnes sourdes que j'ai rencontrées souvent me disent que elles peuvent plus ou moins accéder au son, mais en lisant un peu sur les lèvres, en se concentrant beaucoup, par exemple, en essayant plus ou moins de faire quelque chose avec Pas les facilement sous-titres en fait. automatiques, même s'ils sont très mauvais. Mais où est le fun là-dedans, j'ai envie de dire. Voilà, on a droit, tout le monde a droit au loisir, tout le monde a droit à l'éducation, à l'apprentissage, et donc pour moi, le sous-titrage sur les malentendants, c'est vraiment quelque chose qui en fait partie. Du coup, on fait un big up à Instagram qui n'a pas mis les sous-titres pour les lives. Ouais, c'est clair. En J'étais plus, obligée de le faire, désolée. non, mais c'est sûr, c'est vraiment dommage parce que avec mon associé, on propose une solution de sous-titrage en direct. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse mettre une piste de sous-titres et là, c'était pas possible. Donc, ouais, on a regardé un petit peu avec toi, Emeline, d'autres solutions. Et au final, il n'y avait rien de très satisfaisant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous mettra le live, le replay, excusez-moi, lundi, que Céline va nous sous-titrer elle-même, donc on pourra voir toute l'étendue de ce talent. Euh, et, et du coup, tu nous as dit tu faisais du sous-titrage classique et tu t'es formé au sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes. Alors, on Exactement. va plutôt orienter du coup réseaux sociaux, vu que bah, là tout de suite on est sur Instagram et que la vidéo sera après sur YouTube. Mais je pense Ouais. que tu vas pouvoir aussi aller sur tout ce qui est film et séries. C'est quoi les différences en fait entre un sous-titrage, on va dire classique, et un sous-titrage du coup vraiment ciblé pour personnes atteintes d'un handicap auditif? Ben, ouais, je pense que c'est une question intéressante que les gens savent pas forcément quelle différence au titrage il va y avoir. En fait, souvent les personnes voient le sous-titrage par exemple sur Netflix ou sur toute plateforme que vous pouvez regarder. On va avoir un sous-titrage qu'on appelle VOST, c'est-à-dire que tu vas avoir une vidéo en anglais ou toute autre langue, et en fait seulement les dialogues vont être sous-titrés et donc traduits en français. Du coup, ce sous-titrage, en fait, il est à destination des personnes entendantes, mais qui ne comprennent pas l'anglais, ou qui ont du mal en anglais, enfin, voilà, c'est un spectre, bien sûr, de compréhension, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Donc, c'est une question de cible, en fait. Donc, le sous-titrage VOST, ça va être pour ces personnes-là, et le sous-titrage SME, ou sourds et malentendants, euh, est à destination des personnes qui regardent la vidéo, mais qui n'entendent pas le son, pour une raison ou une autre. Parce qu'on appelle ça le sous-titrage sourd et malentendant, mais en fait, au final, ça s'applique aussi aux personnes qui regardent les vidéos sans le son, par exemple. Et donc ce sous-titrage-là va inclure non seulement les dialogues, mais aussi tout type d'indication qui va être important. Donc, par exemple, tu vas avoir les noms des locuteurs, c'est-à-dire les noms des personnes. Par exemple, là, pour sous-titrage ici, je vais intégrer en premier nos noms, comme ça, on pourra voir quelles personnes parlent à quel moment. Les indications de son. Donc là, c'est tout, on va dire tout l'art du sous-titrage, c'est de savoir quels sons sont importants, lesquels intégrer,
tout en faisant attention en fait à un critère très principal qui est le critère de lisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute une vidéo et qu'on lit les sous-titres en même temps, on a tendance à lire plus vite. Et donc, on va pouvoir lire plus de choses. Sauf que quand on n'entend pas, on lit moins vite, fatalement. Et donc, en fait, c'est toute une technique pour faire en sorte que les personnes puissent lire bien la vidéo, tout comprendre, euh, sans que ça aille trop vite, sans que les sous-titres flashent, par exemple. Et de plus en plus, on essaye aussi d'intégrer à ce sous-titrage-là une accessibilité plus générale. Par exemple, pour que ce soit lisible pour les personnes avec un trouble de l'attention ou pour les personnes dyslexiques, par exemple. Donc voilà, ça c'est encore un peu en cours, il y a des recherches qui sont faites, mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'intégrer aussi. Alors, ça me fait penser à une deuxième question, vu que je viens de parler des sous-titres pour les personnes donc, atteintes de troubles 10, que ce soit dyslexiques, dysorthographiques, etc. Je ne sais pas si Kevin nous a rejoint dans la vidéo, sinon big up à toi. Canal+ a sorti ces fameux sous-titres pour personnes dyslexiques. Est-ce que tu les as vus et est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que tu en penses, etc. Oui, effectivement, j'ai regardé ça. Ça a été un petit peu un buzz quand c'est sorti pendant 2-3 jours. Euh, je pense que c'est une voie vers l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir, il y a des recherches qui commencent à être financées, et ça c'est tout récent, vraiment, ça date d'il y a quelques années même pas. Donc là-dessus, on va dire que c'est bien, mais je pense que c'est aussi peut-être oublier que finalement il y a autant de types de dyslexie que de personnes. Donc ces sous-titres-là vont être adaptés à certaines personnes qui en ont besoin, mais peut-être pas à tout le monde. Euh, Par contre, ce que j'encourage, on va dire, c'est l'initiative de mettre à disposition plusieurs pistes de sous-titres selon ce dont on a besoin. C'est-à-dire que les personnes qui n'entendent pas l'anglais, ben, on va avoir enfin, qui comprennent pas l'anglais, pardon, vont avoir seulement besoin du sous-titrage VOST. Bon bah, on pourra mettre celui-là. Les personnes qui n'entendent pas, par contre, pourront mettre le sous-titrage SME, qui n'entendent pas. Et les personnes dyslexiques, etc. Donc ça, je trouve que c'est une avancée intéressante. Parce que sur beaucoup de plateformes, en fait, on se retrouve à avoir un seul type de sous-titrage. Sur Netflix, par exemple, pour les personnes françaises, la majeure partie du temps, tu as seulement les sous-titres VOST, mais pas les sous-titres sourds et malentendants qui sont disponibles qu'en anglais. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, de Bah pouvoir justement, tu as la choisir, question en fait, tout de simplement. Valentin qui te dit: est-ce qu'il y a plusieurs pistes de sous-titres pour les différents types de handicap parce qu'une personne malentendante ou une personne 10 a des besoins différents? Oui, du coup, on a eu une connexion d'esprit, je sais pas Voilà, de quoi j'étais en train la de magie du parler. direct. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'il faut en fait. Ce serait selon les différents besoins des consommateurs, parce que finalement, on est consommateur de ces plateformes, on est consommateur d'Instagram. Euh, pour les plateformes, parfois, bah, on donne de l'argent, donc finalement, on aimerait aussi avoir un service de qualité avec ça. Et donc oui, effectivement, tous les sous-titres ne sont pas adaptés à toutes les personnes, bien sûr. Alors moi, personnellement, je vais revenir sur les sous-titres de Canal+, donc, parce que dans une interview, ils avaient dit que ce genre de sous-titres, après un certain temps d'adaptation, serait accessible, lisible, y compris pour Mhm, les personnes non 10. Alors, je mhm, les ai vus, moi, en action sur une sorte de teaser. Personnellement, ça me ouais. faisait extrêmement mal au crâne, je n'arrive pas à lire. Mhm. Oui, je suis d'accord avec toi, personnellement. Donc oui, on peut pas dire allez hop, une seule piste de sous-titres pour tout le monde. C'est impossible. Euh, sur Internet, la plateforme qui permet de mettre plusieurs types de sous-titres, c'est YouTube, où effectivement tu peux mettre différents types de sous-titres selon ta langue. Et tu peux même nommer en fait ta piste. Donc là, tu peux dire ben, français sourd et malentendant, français VOST, etc. Donc Ah, mais non. sur YouTube, c'est assez intéressant là-dessus. Ok. Bon, je suis pas sur YouTube à part pour remettre les lives parce que sur Instagram, je peux pas mettre un reel de plus d'une minute, mais c'est super intéressant à savoir en tout cas. Justement, je crois que tu avais reçu une question sur comment sous-titrer donc ces vidéos ou les retranscriptions podcast.
Donc, il existe, comme toi, des personnes professionnelles qui sous-titrent et retranscrivent. Comment on peut bien choisir son sous-titreur, son sous-titreur ou sa sous-titreuse? Euh, alors, ça va dépendre des besoins, on va dire, et du public. En fait, j'insiste souvent là-dessus. Quel public on veut toucher. Euh, et aussi, ça va dépendre, par exemple, s'il y a de la traduction, on va avoir tendance à préférer une traductrice qui soit spécialisée dans le sujet de la vidéo, par exemple. Pour le sous-titrage sourd et malentendant, euh, je conseille vraiment de prendre quelqu'un qui va être spécialisé là-dedans. Alors il faut pas, je pense, souvent pour la traduction on demande un diplôme, mais c'est normal, un master de traduction. Pour le sous-titrage sur les malentendants, ça n'existe pas. Ah, Il ouais. y a des formations plus ou moins qualitatives, on va dire, sur Internet ou ailleurs. D'ailleurs, j'ai eu la question par ligne il y a quelques temps. Euh, Effectivement, les formations, il y en a peu. Donc voilà, c'est surtout une question d'expérience. Je suggère vraiment de demander à la personne son portfolio, ce qui va être une sorte de CV, mais vu que les sous-titreurs sont souvent un petit peu voilà, ont travaillé sur des contenus visuels, ils ont souvent un portfolio, un peu comme un graphiste par exemple. Et comme ça, on va pouvoir voir lequel de contenu il sait, il sait traduire ou il sait sous-titrer. Euh, Peut-être quelqu'un aussi d'assez engagé, on va dire, qui va pas seulement dire bon bah moi je sais faire ça, voilà je vous propose ça, mais en fait je préfère faire de la transcription, je préfère traduire, voilà. Plutôt trouver quelqu'un qui soit spécialisé. Euh, voilà, et sinon, ce que je conseillerais, c'est de faire appel à des freelances. Je sais que c'est un peu prêché pour ma paroisse, Ah, mais juste ici, on va dire, juste ici, on va dire, c'est souvent les grosses agences qui ont eu le monopole en fait du sous-titrage. Donc les grosses agences, ça va être pratique pour les grosses entreprises qui veulent sous-titrer en plein de langues, par exemple. Ça, c'est sûr que c'est bien. Et moi, je travaille pour beaucoup d'agences comme ça qui ont besoin de sous-titrage vers toutes les langues. Donc vers le français, elles font appel à moi. Mais si vous êtes un créateur de contenu, si vous êtes une petite entreprise, le sous-titrage en freelance va vous coûter bien moins cher souvent. Vous allez avoir une relation privilégiée avec la personne. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir une seule personne qui soit sur vos contenus. Et du coup, par exemple, si vous avez je rencontre souvent des gens qui vont avoir des noms de formation, ou donc qui vont avoir une, un vocabulaire qui soit vraiment précis. Si vous voulez être sûr d'avoir toujours la même traduction ou toujours le même petit sous-titrage avec la même graphie, il vaut mieux choisir une seule personne. et par exemple, je sais qu'en fac, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'écriture facile à lire et à comprendre qui a été développée pour donc les personnes atteintes de handicap intellectuel. Quand on fait un document en FALC, on est obligé, pour être reconnu donc FALC, de travailler avec au minimum une personne elle-même en situation de handicap Mmh. intellectuel. Le mieux, Mmh. c'est d'en avoir plusieurs. Est-ce que, du coup, pour les sous-titrages sourds et malentendants, comme tu disais au début, toi, tu as cherché à savoir lesquels marchaient le mieux pour eux, euh, est-ce que, du coup, on peut pas mettre une sorte de partenariat, peut-être au Mmh. début, pour réussir à mieux se former avec des personnes qui sont elles-mêmes concernées, du coup, par la surdité? Ah, tout à fait, je milite absolument là-dessus, parce que en fait, on oublie toujours cette question fondamentale de à quel public ça s'adresse. Donc souvent, quand je travaille pour des agences ou pour des clients qui sont pas forcément, voilà, qui connaissent pas forcément, on va dire, le sous-titrage ou le milieu du handicap, ils vont me poser des questions, par exemple, mais pourquoi est-ce que ma phrase va être raccourcie dans la vidéo? En fait, effectivement, parfois, je vais enlever des mots qui servent à rien, entre guillemets. Là, vous verrez sans doute avec cette vidéo-là. Et voilà, tous les petits mais, les petits que je vais dire, je vais les enlever parce qu'en fait, ça nuit à la lisibilité, par exemple. Donc, les personnes qui me disent, mais j'aimerais bien qu'il y ait tout qui soit retranscrit, je dis oui, mais
pense à ton public en fait. Le public, pour eux, la lisibilité, c'est le plus important. Donc, ce que je fais souvent, si j'ai des personnes sourdes dans mon entourage ou que je vais rencontrer, j'aime bien leur montrer mes vidéos que j'ai sous-titrées pour qu'elles me disent ce qu'elles en pensent. Après, souvent aussi, maintenant, avec l'expérience, je sais, on va dire, entre guillemets, ce qui va permettre d'être lisible ou pas, et c'est aussi souvent une question de technique, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, je vais compter le nombre de caractères par seconde. Et donc je vais savoir à partir de là si mon sous-titre va être lisible ou pas. Ok. Donc, mais oui, effectivement, c'est très intéressant et je pense qu'il faut vraiment en fait impliquer le public et pas seulement faire un peu faire un peu à l'aveuglette comme on peut. C'est faut pas oublier que qui y a derrière et qui va lire les sous-titres en fait. Ouais. Alors, tu dis pas faire un peu à l'aveuglette, mais moi je me mets aussi dans le cas de d'un influenceur ou de quelqu'un qui se lance sur les réseaux, qui vient de lancer Mhm. son entreprise, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens. J'avais Mhm. fait un reel, du coup, on en avait discuté, donc sur les sous-titres avec l'outil gratuit qui est CapCut. Donc j'avais donné, on va dire, quelques règles qui permettent justement une certaine accessibilité de la vidéo. Donc je sais très bien que c'est pas complet, mais c'était par exemple mettre un fond pour que le texte n'apparaisse pas directement sur l'image, penser au contraste, à la grosseur de la typo, au bon choix de la typo aussi, parce que si on Mhm. écrit en manuscrit, voilà, tu connais. Mais est-ce que du coup, tu as d'autres conseils à donner et d'autres outils, peut-être gratuits et payants, que ces personnes peuvent mettre en place sans pour autant avoir un budget vraiment dédié au sous-titrage si elles n'ont Mhm. pas encore l'opportunité? Alors, comme outil gratuit, moi par exemple, je propose des articles sur LinkedIn, qui sont disponibles sur LinkedIn, qui seront bientôt sur mon site. On va avoir les règles de sous-titrage, on va dire, les plus importantes. Euh, En fait, voilà, ce que je conseille, c'est déjà de prendre le temps. S'il n'y a pas forcément le budget, en fait, l'accessibilité, souvent, ben, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est soit une question de temps, soit une question de budget. Pas du tout. Euh, ou les deux, hein, aussi. Mais en gros, voilà, ne pas laisser le sous-titrage au dernier moment, par exemple, y penser aussi, même en fait au tout départ quand tu montes ta vidéo, euh, pense à l'accessibilité. Par exemple, je me retrouve avec trop de vidéos à sous-titrer où il va y avoir du texte en bas, là où je vais mettre mes sous-titres. Donc là, à ce moment-là, en fait, si la personne qui avait monté au départ avait pensé qu'après il fallait rendre la vidéo accessible, peut-être qu'elle aurait fait différemment. Donc voilà, ce genre de choses. Et toujours penser lisibilité. Ça, c'est vraiment on va dire, la chose fondamentale à penser en sous-titrage. Est-ce que ce que je fais est lisible pour les personnes qui n'entendent pas? Et ça, c'est très important aussi parce que même moi, à mes débuts, forcément, je regardais la vidéo et je vérifiais les sous-titres et j'écoutais en même temps. Et du coup, je me disais, là ça va, c'est assez. On lit assez vite. Sauf qu'en fait, non, il faut vraiment penser que on lit plus lentement. Par exemple, on peut couper le son de la vidéo. C'est ce que j'avais fait à des étudiants quand je leur avais donné un cours de sous-titrage. J'avais coupé la vidéo YouTube et je leur avais dit voilà, est-ce qu'avec ces sous-titres-là, vous comprenez ce qui se passe ou pas? Donc ça peut être une bonne expérience. Donc voilà, je dirais vraiment y consacrer du temps. Si vous en avez pas, consacrez-y du budget. Euh, voilà, je sais pas si tu as envie qu'on parle de chiffres ou pas tout de Tu peux, suite. c'est libre. Euh, mais en gros, le sous-titrage c'est beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, moi je suis à 4 euros la minute de vidéo. Donc si vous faites une vidéo YouTube de 10 minutes, on va dire, ça va coûter entre guillemets que 40 euros de sous-titrage. Pourquoi? Parce que en fait, quand c'est comme tout, je pense que c'est comme pour toi qui pour toi, je pense voilà
penser à la communication, penser charte graphique, etc., ça, c'est quelque chose que tu fais souvent, c'est quelque chose que tu sais faire. Donc forcément, ça va te prendre moins de temps, c'est vraiment ton cœur de métier. Et en fait, le sous-titrage, au final, c'est la même chose. Si vous faites appel à quelqu'un qui fait ça toute la journée, ben, forcément, ça va prendre moins de temps au final. Donc voilà, c'est pour ça. Après, pour les petits créateurs, je sais que ça peut être une somme. Donc là, dans ce cas-là, investissez du temps pour apprendre, pour comprendre. Euh, et surtout, faites-le. En fait, aussi, c'est aussi un petit peu mon message. N'attendez pas qu'on vous demande. Beaucoup de créateurs de contenu à qui j'ai parlé me disent mais je pense que j'ai pas de personnes sourdes J'ai eu la même dans mon chose pour le audience texte alternatif. voilà, parce que personne me demande, donc je pense que aucune personne sourde ne regarde mon contenu. Non. euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a plusieurs millions de personnes qui ont un handicap auditif en France. À l'étranger, c'est d'autant plus. En L'OMS je crois l'a qu'on est sorti. entre 5 et 7 millions Ouais, dans exactement. Mm. L'OMS a sorti des chiffres et d'ici 2050, on va être 2 milliards sur la planète à avoir un handicap auditif euh, de toutes sortes. Il y a aussi des personnes qui vont se retrouver pour X raisons avec un handicap auditif temporaire. En fait, ils n'entendent pas pendant quelques semaines, pendant quelques mois, suite à un accident, suite à des tas de choses. Et donc dans ces cas-là, en fait, voilà, n'attendez pas qu'on vous demande. Et surtout, c'est épuisant, en fait. On a parlé juste avant de fait de ne pas se sentir accepté dans une société qui n'est pas accessible. Imaginez si à chaque fois que vous deviez, si que vous avez envie de regarder une vidéo, il fallait demander, mettre un commentaire, envoyer un message pour mettre les sous-titres. Enfin, c'est épuisant, franchement. C'est épuisant. Donc voilà, pensez-y. N'hésitez pas à demander conseil si vous savez pas comment faire. Et oui, effectivement, tu as parlé de ce logiciel CapCut qui peut permettre de faire un sous-titrage gratuitement. Moi, je conseille beaucoup le logiciel de sous-titrage Subtitle Edit, qui est totalement gratuit aussi. Et si on personnalise, qui peut être vraiment, vraiment performant. Et donc, avec ça, avec ce logiciel de sous-titrage-là, vous allez pouvoir vraiment vérifier la lisibilité, puisqu'il va vous indiquer les caractères par seconde. Et vous dire quand vous les dépassez, en fait. Donc là, c'est très très pratique là-dessus, parce que comme ça, on n'a plus à se poser la question attends, est-ce que là c'est assez lisible? Est-ce que là ça va assez lentement? Est-ce que ça disparaît pas trop vite? Et grâce à ça, ça va vous dire, et donc c'est plus facile. Ouais, moi c'est ça mon problème parce que du coup je sous-titre avec Adobe Premiere, donc logiciel payant. Et alors j'ai un souci, c'est que je sais pas si tu connais comment ça fonctionne Adobe Premiere pour le Pas sous-titrage. trop, moi j'utilise pas, mais ouais. Du coup tu mets ta vidéo, tu crées la transcription, donc là il te fait tout ton texte en un seul bloc où tu dois corriger la ponctuation, les fautes, etc. Parce que des fois il va te mettre 2 lits au lieu de story. Mmh. Enfin bon, bref, tu corriges tout et après, du coup, tu fais la transcription et il te demande de choisir donc ton nombre de caractères euh, que tu veux afficher donc par tranche de je ne sais plus combien de secondes, c'est 10, 15 je crois. Et, euh, et en fait, je me retrouve avec des phrases, genre c'est sur 2 lignes et ça fait je voulais aller là-bas. Et je Ouais. comprends pas pourquoi j'ai un mot tout seul en haut. Donc je repasse derrière pour dire de rééquilibrer les phrases parce que sinon j'ai des phrases Mmh. super longues en bas. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Bah, en fait, je pense qu'on a effectivement deux solutions quand on veut sous-titrer. Soit essayer effectivement de passer par des solutions semi-automatiques, on va dire, où voilà, tu rentres ton texte et ça va t'agencer le sous-titre un peu automatiquement. Ou alors partir même de sous-titrage via intelligence artificielle qui vont essayer de reconnaître les mots euh, et qui vont essayer de faire un sous-titrage comme ça. Euh, pour l'instant, malheureusement, en fait, c'est trop mauvais, on va dire. Ça permet pas du tout l'accessibilité. Peut-être que justement, si les personnes sourdes sont impliquées là-dedans dans la création d'intelligence artificielle, on arrivera à quelque chose. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Et donc en fait, au final, ça prend moins de temps de faire à la main, on va dire.
et que de corriger en fait, que de passer derrière et de corriger. Ah ouais, Donc, vraiment? Parce que moi, je me vois pas taper chaque mot à chaque fois. ben oui, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. En fait, après, quand on corrige, on a plus de chances de laisser passer des erreurs aussi. De laisser passer soit des fautes d'orthographe, soit de ponctuation, soit de laisser passer aussi parfois il va pas reconnaître ce que ça dit, donc tu vas laisser passer. Enfin, euh, ça m'est arrivé au tout début de corriger les sous-titres automatiques et j'ai vite arrêté parce que finalement c'était beaucoup trop chronophage. Ok, Mais par exemple, grâce à des outils comme Trint, je sais pas si pas du tu, tout. si tu connais cet outil, mais c'était un outil de sous-titrage automatique et finalement en termes d'heures, ça a pris beaucoup plus de temps de tout reprendre finalement que de faire à la main. Donc voilà, surtout pour les vidéos courtes, parce que si sur Instagram par exemple, il y a beaucoup de formats très courts. Vous allez voir, ça prend. Si vous avez un petit peu le coup de main, ça prend pas tellement de temps finalement de faire à la main. Et même sur CapCut, c'est possible de faire à la main, je crois bien. Donc, Ouais, ouais, c'est possible aussi. Et du coup, alors toi, je sais que tu vends donc, le sous-titrage des vidéos. Est-ce que tu fais aussi de la formation des outils genre Subtitle Edit ou pas du tout? oui, tout à fait. Ben, on a commencé récemment, plusieurs personnes ont commencé à me demander ces formations-là, justement en voyant qu'il y avait peu de formations qui existaient ou qu'elles étaient trop chères. Et donc, effectivement, je propose des formations euh, voilà, pour le sous-titrage sur Subtitle Edit ou sur un autre logiciel, pour avoir en fait les bases. Et je pense que ça peut être pas mal parce qu'en 1 heure, finalement, tu apprends les bases et après tu peux faire toi-même. Si t'as pas un gros budget à consacrer à ça, mais que tu as du temps de te former, d'apprendre, de faire ensuite finalement, parce que je sais pas toi combien de temps tu passes pour tes sous-titres par exemple. J'avoue que je ne suis jamais vraiment chronométrée. Moi, je mets ma vidéo, je fais mon montage et après je Hmm, sous-titre automatiquement et je corrige. hmm. Je sais que la dernière fois, le live avec Julien Paradis, j'ai eu que des problèmes et ça m'a mis. Ouais, j'ai bien pris 3 jours de 8 heures jusqu'à 23 heures pendant 3 jours pour essayer de faire un Ah truc. ouais. Et en plus, je suis désolée, il est vraiment pas quali. Je sais pas si tu l'as vu, Hmm, mais moi, j'ai publié les résultats parce que de toute façon, je savais que je n'avais pas la capacité d'aller plus loin que ça. Euh, mais vraiment, je trouve que c'est pas quali en fait. hmm. Euh, Oui, donc effectivement, tu vois, ça prend beaucoup de temps pour au final un résultat qui va pas être forcément terrible. Donc c'est vrai que parfois c'est mieux de soit passer par une formation, soit effectivement de déléguer. Il y a aussi une possibilité que je propose depuis quelques temps, c'est une amélioration des sous-titres. C'est-à-dire que les personnes vont essayer elles-mêmes de faire une piste de sous-titres, me la passer et je corrige, on va dire, je révise. Euh, et donc là, ça va être la moitié du prix. Donc finalement, ça peut être pas mal, justement quand on a plus de temps que de budget. Et c'est aussi quelque chose de toute façon qui se fait beaucoup, même entre sous-titreurs. Souvent, on a une personne qui va faire les sous-titres et une personne qui va les corriger, en fait, parce que ben, forcément l'erreur est humaine, parfois on a des contraintes de temps. Euh, Souvent les délais sont très courts dans le sous-titrage parce que ben, là on est un peu à l'ère de la vidéo, on va dire. Tout le monde fait Oui. des vidéos, beaucoup. Donc pour des créateurs de contenu qui par exemple vont produire 3 vidéos par semaine et les poster presque tout de suite, voilà, le temps de sous-titrage va être réduit et du coup être à 2 personnes en fait au final ça aide à tenir les délais. Euh, donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup, donc c'est pour ça il faut pas non plus se blâmer quand tout seul on n'y arrive pas forcément, c'est aussi c'est quelque chose et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup d'agences de sous-titrage aussi, c'est parce qu'en fait ben, ils vont choisir des freelances pour faire le gros du travail et ensuite eux passer par-dessus. C'est ce que je faisais quand j'étais en stage, en fait je repassais sur beaucoup de fichiers de sous-titres voilà, pour tenir en fait la cadence de ce qu'il fallait produire. Ok.
Et donc là, depuis tout à l'heure, on parle donc des sous-titres vidéo, mais une autre catégorie qu'on ne pense pas forcément et dans laquelle tu travailles aussi, c'est les podcasts. Parce Tout que à fait. pareil, c'est... alors certes, il n'y a pas d'image, mais c'est toujours pas accessible donc à la population sourde et malentendante. Et j'irais même Absolument. au-delà de ça, parce que même moi qui suis entendante, je ne sais pas écouter un podcast. C'est beaucoup trop dur pour moi de me concentrer uniquement sur du son. Donc j'ai besoin Mm. d'avoir la transcription écrite. Et donc tu Euh, proposes aussi ce genre de service, si je me trompe pas. oui, bah déjà, t'es vraiment loin d'être la seule à avoir besoin de support écrit. D'ailleurs, je crois que même Netflix avait sorti des chiffres sur le nombre de personnes en fait qui regardent toutes les vidéos avec les sous-titres. Et je sais que dans ma coloc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, hein. Souvent, on met les sous-titres même si on comprend l'anglais ou on comprend le français quand c'est des trucs en français, on va mettre les sous-titres parce que parfois bah, t'entends mal quelque chose, t'as du mal à te concentrer, donc tu vas plutôt lire, etc. Donc en fait, au final, voilà, l'accessibilité, ça aide tout le monde. Euh, et donc pour la transcription de podcast, on a des outils qui peuvent aider à ça pour les créateurs de contenu. On m'a parlé de l'outil Describe. Pour l'instant, je l'ai pas testé, mais c'est quelque chose en gros où qui va écouter ce qui est dit et qui va retranscrire automatiquement voilà ce qui est dit. La seule chose, c'est qu'il faut repasser derrière parce que en fait, souvent, ils ont du mal à avoir les ponctuations, par exemple. Il va y avoir beaucoup d'erreurs orthographiques qui parfois peuvent un peu détourner l'attention, surtout pour les gens un peu comme moi qui aiment bien voir les accords pour comprendre en fait la phrase, on va dire. Ben, de quel sujet on parle, ok, voilà. Et surtout, il y a un élément important, c'est que les transcriptions automatiques sont pas inclusives du tout. C'est-à-dire que même si ça va être une femme qui parle, qui va dire je suis née en 1998, toujours, ça va être écrit je suis née et pas Ouais, et. c'est pareil sur Adobe quand je sous-titre, je suis obligée de repasser derrière pour mettre les ou partout. Voilà, donc faire très attention à ça. Mais ces outils peuvent permettre de réduire en fait le temps de transcription. Euh, et donc on peut passer derrière pour corriger. Moi, c'est ce que je propose. Après, moi, vu que je propose du sous-titrage en direct, j'ai une vitesse de frappe qui est supérieure à celle de la transcription automatique. Donc, en fait, au final, moi, ça me prend moins de temps de taper que d'écouter. Mais pour les personnes qui voilà, qui pareil, vont avoir du temps mais pas de budget, ça peut être une bonne solution de passer derrière et corriger. Mais s'il y en a qui ont vraiment, encore une fois, quand vous produisez énormément de contenu, quand vous faites ben, voilà, 4 épisodes de podcast par semaine, vous n'avez pas le temps de repasser derrière. Et donc, c'est à ce moment-là où ça peut être intéressant de passer par une prestataire. Et du coup, tu es toujours à 4 euros à 4 euros la minute quand tu transcris un podcast. Non, ça descend, je suis à 2 euros la minute. Ok. Parce qu'en fait, quand tu sous-titres, ben, tu as toutes ces contraintes dont j'ai parlé, de lisibilité, etc. En fait, le sous-titrage sur la malentendance, c'est presque une traduction au final, parce que tu reformules, tu cherches à bien agencer les sous-titres pour qu'ils soient le plus lisibles possible, et toujours en ayant ça en tête, donc forcément ça prend bien plus de temps qu'une transcription où t'es libre de mettre autant de caractères que Ok. tu veux. Donc, euh, donc voilà. Ok. Euh, Autre point aussi, alors je pense que tu les as vus aussi, mais je commence à voir arriver, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu, je crois que c'était le site de la CAF ou de la Sécurité sociale, des petits avatars en 3D qui font de la LSF en fait. Mhm. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça remplace des sous-titres? Dis-nous. Je suis très très heureuse de cette solution. Effectivement, j'ai rencontré Keia qui est l'entreprise qui propose cette solution. Euh, En fait, souvent, ce que les personnes sourdes demandent, c'est une combinaison des deux. Parce qu'il y a quand même selon certains chiffres, après on n'est pas exactement sûr, mais la majorité des personnes sourdes ne seraient pas signantes. Parce que dans la surdité, tu as tout un spectre en fait auditif. Et donc, si t'es pas né sourd, euh, souvent tu n'es pas signant non plus. Donc voilà, ça peut pas être la seule solution d'accessibilité.
Mais il est vrai que les personnes qui sont sourdes signantes et qui ont la LSF comme langue maternelle peuvent avoir des difficultés parfois à lire les sous-titres en français, parce qu'en fait c'est pas leur langue maternelle tout simplement. Et donc c'est pour ça que c'est très bien de combiner les deux, parce que comme ça tu peux, comme je disais finalement tout à l'heure, tu peux choisir en fait la solution qui te convient le mieux. Euh, et je pense que ça peut aussi s'ajouter avec le FALC, justement, tu en parlais tout à l'heure. Euh, voilà, mais en fait, ouais, dire déjà rédiger tous les sites d'information en FALC, ce serait super, justement, pour avoir cette bonne compréhension. Euh, et pour ceux qui ont des difficultés à lire en français, pour X raisons, avoir d'autres solutions d'accessibilité, bien sûr. Bah, c'est vrai Après, que voilà, ça reste un coût, bien sûr. Hein, Après, les grandes entreprises, je dirais, n'ont pas tellement d'excuses, on va dire, parce qu'on sait que les budgets sont là, on sait que les budgets petits fours pour les événements sont là, donc après, je pourquoi pense pas qu'on le a tous budget déjà eu sous-titrage la en même direct. réponse face à ces grands groupes, hein. On verra ça plus tard. Et plus tard, en fait, c'est jamais. Enfin bon, bref. Mais oui, effectivement, c'est vrai que j'avais jamais pensé à traduire en fait une retranscription de podcast en FALC, mais c'est vrai que c'est une super idée. Mhm. D'autant que le FALC, alors certes, ça a été développé pour les personnes en situation de handicap intellectuel, mais aujourd'hui, on a une de plus en plus grosse demande qui arrive pour toute la population qui n'est pas francophone. Parce qu'en fait, ça fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des mots qui sont simples. Donc, par exemple, au lieu de parler de bicyclette, on va parler de vélo parce que tout le monde connaît le mot vélo. Donc, c'est des phrases avec des mots simples, c'est des phrases courtes. Euh, les informations sont vraiment mises en évidence parce que, par exemple, si vous prenez la notice de votre micro qui fait 80 pages, en fait, elle va en faire 6. Donc, Mhm. c'est vrai que là, un podcast, il y a quand même pas mal d'éléments, souvent non essentiels, qui pourraient sauter en Oui, falque. ouais, bien sûr, et effectivement, je pense que aussi pour les personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle, comme tu disais, le FALC, c'est bien plus intéressant en fait, pour elles finalement. Surtout quand il s'agit vraiment d'informations essentielles. On- j'ai montré à mes étudiants lors d'un cours sur le sous-titrage une vidéo qui a été faite par Emmanuel Macron pendant son ère youtubeur, où il avait fait des vidéos sur YouTube. Et en fait, j'ai remarqué que le sous-titrage était pas adapté aux personnes sourdes du tout. Il y en avait un, c'est sûr, mais il comportait des erreurs d'accessibilité. Par exemple, voilà, le nombre de caractères par seconde, même à l'œil nu, ça se voyait que c'était pas respecté, et même les étudiants l'ont vu tout de suite. Euh, il n'y avait pas d'indication de son, le montage était fait de telle sorte que les sous-titres passaient parfois à la trappe. Enfin, pour moi, je trouve ça très grave qu'on veut vraiment faire donner des informations qui sont d'utilité publique, d'utilité citoyenne, euh, de ne pas penser à l'accessibilité, finalement. Et le FALC rentre là-dedans, c'est sûr, les avatars en langue des signes aussi. Voilà, quand on fait des informations citoyennes, il faut absolument y penser et pas avoir d'autres priorités en tête, on va dire. On y arrivera un jour. Oui. Il te reste à peu près une vingtaine de minutes. Est-ce que tu avais des questions du coup que je t'ai pas forcément posées et que tu avais reçues par message? Oui, j'ai reçu deux questions. La première, pardon, c'était une question d'Arnaud qui me demande quels arguments mettre sur la table pour convaincre que le sous-titrage sourd et malentendant n'est pas gênant pour un festival. Euh, donc, par exemple, pour un festival de court-métrage ou de film ou que sais-je. Au Festival de Euh, Cannes, par exemple? oui, on peut, oui, oui. Euh, alors, j'y suis pas allée, bien sûr, pour d'autres raisons que le manque d'accessibilité, mais souvent, dans ce type de festival, tu vas avoir le sous-titrage VOST uniquement. Donc pour seulement les films anglophones vers le français et pas de sous-titrage sur les malentendants. Donc ce qui rend les festivals absolument inaccessibles. Euh, Quels arguments mettre sur la table pour être parfaitement honnête avec vous,
mes clients, il y en a pratiquement aucun, on va dire, où j'ai dû seulement mettre l'argument accessibilité pour les convaincre de passer au sous-titrage sur les malentendants. Parce qu'en fait, le sous-titrage, tu as d'autres avantages. Par exemple, le sous-titrage sur YouTube, ça te donne des gros avantages en termes de référencement, puisque en fait, dans le sous-titrage, tu vas avoir forcément des mots-clés. Par exemple, hier, je sous-titrais une vidéo sur la maçonnerie. Bah, tu avais tout un tas de vocabulaire là-dedans. Et du coup, en fait, YouTube et Google, parce qu'ils sont reliés, va voir ces mots-là et va dire, ok, ça c'est une vidéo qui parle de maçonnerie. Donc quand tu vas chercher maçonnerie sur YouTube, paf, tu vas tomber sur cette vidéo. Donc ça aide vraiment au référencement. Euh, Ça aide bien sûr à ce que la vidéo soit visionnée et on sait aussi que le temps de visionnage est très important pour une vidéo YouTube ou même pour une vidéo Instagram. Et donc si tu as les sous-titres et que la personne n'entend pas pour X raison, parce qu'elle a pas ses écouteurs ou parce qu'elle est dans l'incapacité d'entendre, les sous-titres va permettre de rester plus longtemps en fait, et d'attirer le regard et d'attirer l'attention. Euh, et finalement pour un festival, même pour les films, ça va être la même chose en fait. On peut trouver d'autres arguments que l'accessibilité, comme le fait en fait que la plupart des gens finalement préfèrent avoir des sous-titres parce que ça permet de garder l'attention, parce que ça permet de tout comprendre, de tout entendre entre guillemets, même si on n'entend pas tout. Et puis j'ai envie de dire, en termes pratiques, c'est bon pour l'image de marque des créateurs, soit des réalisateurs ou des boîtes de production, parce qu'en fait, maintenant, je pense qu'on est de plus en plus, on connaît de plus en plus ce qu'il faudrait faire, et donc en fait, quand c'est pas fait, c'est de plus en plus visible. Quand on voit une vidéo sans sous-titres, ça se remarque. Et donc, c'est plutôt mauvais, et surtout, c'est bon pour se démarquer aussi, quoi. Ah oui, c'est le réalisateur qui avait mis les sous-titres, par exemple, parmi une pluie d'autres réalisateurs qui n'ont pas d'accessibilité comme première pensée. On va dire. Je sais pas si tu es d'accord Dis-moi là-dessus et si si t'es c'est aussi, d'accord. Dis-moi si t'es si c'est d'accord aussi avec des moi. arguments que tu utilises. Alors moi, du coup, je ne propose pas de sous-titrage, mais quand je parle de communication accessible, l'un des premiers arguments que je vais mettre en avant, en fait, c'est que ça va permettre de toucher une cible qui Hmm. aujourd'hui, personne ne s'adresse à elle. Parce que, enfin, on va pas se mentir, souvent c'est des entreprises qui nous contactent, donc le premier objectif pour eux, c'est le business, c'est de faire de l'argent. Hmm. Bien Et sûr. très souvent, quand je leur dis, bah ouais, mais en fait, cette part de la population-là, il n'y a personne qui va leur parler, vous allez être le seul. Euh, donc en fait, bah, ça va vous rapporter des nouveaux clients. Souvent, c'est ce qui les motive le plus. Ouais. Ouais, non, c'est super intéressant, effectivement. C'est en fait une cible de, comme on a dit, de 5 à 7 millions de personnes que tu touches, en fait. Et finalement, quand tu es pas accessible, que tu exclus aussi Ouais. de ta communication. Et j'ai envie de dire aussi, il y a beaucoup parfois de créateurs de contenu qui, dans l'idée, se disent, ben oui, ce serait super d'être accessible. Et qui parfois, je sais pas, se sentent pas forcément légitimes, se disent, mais ma vidéo, c'est une petite vidéo, je l'ai pas, j'ai pas beaucoup de moyens, elle est pas super, quel est l'intérêt, parce que de toute façon, personne va la regarder ou quoi. Euh, Disons qu'il faut pas réfléchir comme ça. En fait, il faut réfléchir plutôt en se disant que finalement les personnes sourdes ont le droit de choisir quelles vidéos elles vont regarder. Et donc le but ce serait que toutes les vidéos sur Internet et ailleurs soient accessibles. Et d'ailleurs, c'est aussi le but. Enfin, on tend vers ça, point de vue régulation aussi, puisque d'ici la fin de l'année, par exemple, il y aura une loi euh, pour les sites de e-commerce, donc les sites qui vendent quelque chose sur Internet, auront l'obligation d'être accessibles en fait. Et Mais ça, donc, normalement, c'est censé être le cas depuis 2005, non? oui, il y a effectivement la loi handicap depuis 2005. Euh, je vois le commentaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Mais oui, effectivement, la loi handicap depuis 2005 était censée, tous les contenus devraient être accessibles à tous.
Au final, c'est pas le cas, on le sait, mais effectivement, il y a une loi dessus. Mais voilà, là, pour le moment, le gouvernement tend à ça et aussi à faire des punitions, en fait, à recourir à des punitions pour rendre l'accessibilité. Donc je pense que vraiment pour les contenus vidéo, on tend vers ça aussi, en fait, au final. Et donc je pense que c'est bien aussi de prendre de l'avance là-dessus, finalement, et de commencer. Je pense que c'est pareil pour la communication accessible. En fait, plus on s'y met tard, plus finalement c'est difficile de revenir en arrière, de tout repenser. Enfin, voilà, quand j'ai des créateurs de contenu YouTube qui arrivent et qui ont déjà une vingtaine de vidéos à leur actif et qui sont là genre bon ben qu'est-ce que je fais de ces 20 premières vidéos, je dis ben, en fait il faudrait rattraper tout, proposer des solutions de sous-titrage et même comme je disais normalement l'accessibilité ça se pense dès le départ, dès la conception. Et ça c'est des trucs qu'on va pas pouvoir rattraper même avec ma meilleure volonté on va dire. Par exemple si le montage est trop rapide par exemple, si les images sont trop coupées en fait ça va pas être accessible au final quoi. Mm, mm. Et aussi s'il y a du texte, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as eu un problème de montage, il y avait du texte en dessous. Et l'une Ouais. des règles des sous-titres, c'est que les sous-titres ne doivent jamais masquer une information du coup de la vidéo. Donc mettez vos textes Oui, tout par-dessus. à fait. T'as ça, et puis t'as aussi de toute façon la lisibilité. C'est-à-dire que si je te mets un texte par-dessus un autre texte, tu lis aucun des deux, au final. Oui, c'est sûr. Donc c'est sûr que t'as ce souci-là. Donc après, bon, il y a des solutions de titrage. Par exemple, on peut mettre le texte en haut. C'est autorisé, mais c'est pas idéal, c'est sûr. Ah ouais, parce que moi, on m'a dit que justement, alors en face cam, en plan large, je sais pas, on m'a dit qu'en face cam, les sous-titres, ça devait être situé vers là, vers le menton, pour pouvoir lire et en même temps voir la bouche. Souvent pour le sous-titrage, on va plutôt privilégier vers le bas pour justement pas cacher en fait, pas cacher l'image. Au milieu, ça se fait pas trop normalement. Euh, Parce que en fait, voilà, c'est toujours la lisibilité de regarder plutôt vers le bas ou plutôt au milieu. C'est des questions particulières. Normalement, c'est en bas. Après, tu peux aussi bouger les sous-titres vers le haut. Ça va dépendre, comme je dis, en fait, il y a une charte hein, de sous-titrage sourds et malentendants qu'il faut respecter quand on en fait. Euh, mais ça comporte pas tout, il y a des lacunes. On distingue aussi différents sous-titrages sourds et malentendants, parce qu'il n'y en a pas qu'un non plus. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on choisit. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune réglementation. Les sous-titres à la télé ou au cinéma doivent suivre cette charte, sont réglementés. On a par exemple les couleurs. Donc voilà, un vrai sous-titrage SME à la télé ou au cinéma, ça comporte des couleurs. Euh, YouTube, par exemple, sur la plupart des vidéos, en tout cas YouTube France, reconnaît pas les couleurs. Donc en fait, si tu veux éviter les bugs, t'as intérêt à prendre un autre type de sous-titrage sourd et malentendant qu'on appelle le SDH, qui est le sous-titrage anglo-saxon pardon, pour sourds et malentendants. Donc, Salut Christelle. salut, merci. Merci de nous suivre. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, si vous avez des questions à les mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que c'est assez clair tout ce qu'on raconte. Oui. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs types. Et effectivement, on voit tout type de sous-titrage sur les réseaux sociaux. Écoute, Euh, peut-être que bientôt on aura une charte imposée avec la loi influenceur. ouais. J'avoue que j'ai pas lu ce que contient la loi, mais Hmm. ce serait pas mal un petit article accessibilité Ouais. du contenu. Je Ouais, sais ouais, qu'ils vont devoir effectivement. déjà mettre si c'est retouché, pas retouché, sponsorisé ou pas. Hmm. Un petit article accessibilité serait Ouais, bien. tout à fait. Mais pour moi, vraiment, je suis entièrement d'accord. Ça devrait vraiment rentrer parce qu'en fait, les influenceurs et les créateurs de contenu, ben, on les appelle pas influenceurs pour rire, parce que finalement, ils ont de l'influence en fait sur le reste de la société. Euh,
dont eux finalement montrent qu'ils en ont rien à faire des sourds, hein, pour être honnête, et ils n'ont pas envie de Je mettre pense du pas que temps ou c'est du qu'ils en ont budget comme rien ça. à faire. Je pense que déjà eux-mêmes ne sont pas trop sensibilisés à cette question. Ils n'ont peut-être pas les informations. Et si c'est vrai que personne ne vient leur dire, bah écoute, moi j'ai pas accès à ta vidéo parce que je suis sourd. Quand t'as pas Hmm. l'habitude, c'est pas la première chose que tu vas te dire. Bah, pour en avoir rencontré plusieurs, il y a quand même le souci de que c'est pas la priorité. Ah ok. On me le Bon. dit, on me le dit souvent, que c'est pas, il n'y a pas le budget ou alors on veut pas mettre le budget parce que comme je le disais, c'est pas cher. Mm, mm. Si vraiment on peut pas le faire soi, c'est pas très très cher, surtout quand on sait parfois combien certaines vidéos rapportent. Euh, mais bon, il y a un peu ce côté, je pense, où ça s'entraîne, où personne le fait, donc au final, pourquoi est-ce que moi je le ferais? Enfin, Mm. Bah il y après, a un peu ce justement, là, côté. on a Christelle qui nous a rejoint et dis-nous si tu es d'accord avec moi. Mais de façon générale, l'accessibilité ne sera jamais la priorité d'un Hmm. projet X ou Y, que ce soit vidéo, ou architecture ou tout ce que tu veux, malheureusement. Ouais, c'est. Je dirais que c'est peut-être assez. Enfin, c'est révoltant finalement, tu vois. Si Oui, on y pense vraiment. ah, mais C'est. complètement. Hmm. Mais il suffit de le Mais pour voir, l'instant, c'est ne ce que serait-ce j'ai que vu, c'est sûr. quand ils font de l'aménagement urbain. Moi, je sais qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça un parc. Bah, Ouais, ils ont mis des escaliers pour aller au parc. On est en 2023. ouais, c'est très Normalement, bien. tu penses pas à mettre des escaliers en premier, tu mets une rampe. Ouais. Mais non. Ce qui me désole aussi, c'est certaines plateformes ou créateurs qui vont parler du handicap et qui sont déjà sensibilisés euh, et, et qui, au final, même s'ils savent ce qu'il faudrait faire, le font pas. Mm. Oui, elle nous dit c'est souvent sur cet aspect qu'on coupe malheureusement, même si c'est utile à tous. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'accessibilité, c'est pour tout le monde parce que en fait, ça aide au final tout le monde. Euh, Par exemple, j'ai fait un événement pour l'association Les Jeunes Européens. Tu m'avais invité à faire du sous-titrage en direct pour leur événement. C'était une conférence. Et en fait, il y avait une partie en anglais et en français. Et finalement, il n'y avait aucune personne sourde dans la salle. Du coup, au début, je me suis dit, bon, est-ce que je vais vraiment servir à quelque chose? Mais j'ai quand même fait mon sous-titrage. Et finalement, à la fin, beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant, bah, moi, je parle pas très bien anglais. Donc finalement, avoir le texte en anglais, ça m'a pas mal aidé à comprendre ce qui se passait. Ou alors, moi, j'étais tout au fond et j'entendais mal. Donc, comme ça, je pouvais suivre sur l'écran. C'était bien pratique, quoi. Donc, effectivement, l'accessibilité, c'est utile à tous, bien sûr. Bah oui. Mais d'ailleurs, même en Falc, c'est très drôle quand tu formes au Falc parce qu'en fait, les gens, ils se rendent compte, pardon, ils se rendent compte de la difficulté du document qu'ils ont de base et ils se font, mais pourquoi elle n'a pas écrit comme ça dès le début? Ouais, c'est clair. C'est clair. On oublie en fait peut-être le public, quoi, à qui on s'adresse parfois. Tu fais ta vidéo, tu fais ton document et t'oublies qu'il faut que ça va être lu, que ça va être vu, qu'il faut que ce soit accessible. Ouais. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup. On est malheureusement arrivé à la fin de l'heure. Je sais pas s'il restait des questions auxquelles t'as pas répondu. Non, je crois que c'était bon. On me demandait juste vite fait si les créateurs me contactent directement pour sous-titrer. Ça arrive, oui, bien sûr. Euh, Beaucoup passent par des agences, parce que c'est souvent des agences qui ont le plus de renommée pour l'instant. Donc voilà, je réitère mon conseil de chercher des freelances. Après, faire attention à certaines plateformes qui proposent des freelances comme Upwork ou Fiverr, parce que parfois ce ne sont pas forcément des gens qui vont être formés ou des gens qui vont être sérieux, ou alors ce sont des gens qui le sont, mais qui parfois voilà, font ça sans forcément que ce soit leur métier. Donc parfois c'est un petit peu difficile. Donc voilà,
je vous conseille là-dessus de bien vérifier avec qui vous travaillez. Mais voilà, les agences ne sont pas une fatalité. Super. Bah, merci beaucoup Céline, merci à tous de nous avoir suivis pour la vidéo. Si vous nous voyez en replay et que vous avez des questions qui sont apparues, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Céline ou moi, on vous répondra, je n'arrive même plus à parler, sans problème et avec grand plaisir. Et puis, je Bien pense sûr. que toi, comme moi, on est disponible en message privé, donc sur Instagram ou sur LinkedIn, au besoin Absolument. pour vos projets ou vos questions un peu plus personnelles. Tout à fait. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci Emeline pour l'invitation. Merci C'était à toi super d'avoir de parler répondu. de ce stratégie. Bonne journée, salut! Bonne journée. Merci.